Bonjour à tous, je suis Grégory Pouy, vous écoutez Vlan. Et alors, dans les commentaires, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire un épisode ou plusieurs épisodes sur la blockchain et les crypto-monnaies. Et du coup, je me suis dit que j'allais inviter Eric Larchevêque. J'ai la chance de le connaître depuis très longtemps. Je l'avais interviewé en 2014 déjà sur la maison du Bitcoin, qui est le fondateur de Ledger, qui est une des sociétés les plus en vue dans la blockchain. Et donc, on va parler de l'impact sociétal ou de l'impact que vont avoir les crypto-monnaies sur la société. C'est un sujet évidemment un peu technique, parce que la blockchain, c'est un sujet technique par définition, mais qui est malgré tout passionnant. Il y a beaucoup de personnes qui pensent et qui disent, moi y compris, que la blockchain va avoir autant d'impact que Internet a pu en avoir dans nos vies. Donc autant dire que ça va avoir pas mal d'impact dans les années à venir. Donc je vous invite à vraiment écouter cet épisode et à le partager avec vos amis. Encore une fois, si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à mettre des notes, des étoiles sur Apple Podcast. Moi, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Si vous avez des questions, des invités que vous souhaitez voir sur le podcast, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages sur l'Instagram du podcast qui est Vlan Podcast tout attaché. Et voilà, j'arrête de parler. On y va. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à tous. Je suis avec Eric Larchevêque. Et Eric, bonjour. Bonjour. C'est le fondateur de Ledger. Alors Ledger, c'est un portefeuille de crypto-monnaies, c'est ça? Comment tu le décrirais, toi? Oui, alors Ledger est une entreprise qui fabrique des technologies de sécurité pour la blockchain et les applications crypto-monnaies. Et notre best-seller, c'est ce qu'on appelle un hardware wallet, ou en français un coffre-fort digital qui permet de sécurité des crypto-actifs, à savoir par exemple des bitcoins, des crypto-monnaies. D'accord. Et alors, je pense qu'il y a... Déjà, c'est marrant parce qu'on m'avait posé des questions. Donc, j'ai fait déjà un épisode avec Frédéric Montagnon sur c'est quoi la blockchain. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur l'impact potentiel ou l'impact que tu penses que ça aura, les cryptos, sur la société. D'abord, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que on a tendance à, quand on pense crypto-monnaie, déjà on pense Bitcoin. Bitcoin, Oui. on ne sait même pas que c'est une crypto-monnaie pour beaucoup de gens. Donc il y a plein de crypto-monnaies en réalité, hein, évidemment, dont le Bitcoin qui est quand même celle qui est la plus connue. On voit aussi l'investissement sur est-ce que je vais pouvoir gagner 15 fois ma mise ou tout perdre si j'ai investi en décembre et que, et que je suis en octobre aujourd'hui. Ça sent le vécu. Non, moi j'ai investi avant. Euh, c'est quoi les crypto-monnaies précisément? Qu'est-ce qu'on appelle une crypto-monnaie précisément? Alors une crypto-monnaie, c'est la première véritable application de la blockchain. D'accord. La blockchain, c'est une technologie qui permet de gérer de la confiance sur Internet, Ouais. sans tiers central, sans tiers de confiance centrale. Et une crypto-monnaie telle que Bitcoin, eh bien, c'est pouvoir gérer une masse monétaire, gérer des échanges entre particuliers ou entre entreprises, entre personnes, de manière distribuée et décentralisée. On peut voir en fait Bitcoin ou la crypto-monnaie comme une sorte d'or numérique, en fait une réserve de valeur et une manière de créer, de gérer de la valeur de façon complètement alternative, dans le sens où la politique monétaire va être un algorithme qu'on ne va pas pouvoir changer. Et donc la proposition initiale du Bitcoin et de la crypto-monnaie, parce qu'après ça a pu évoluer sur pas mal de choses, la proposition initiale c'est vraiment une alternative, un système de valeur alternatif qui permet d'avoir une nouvelle définition d'un système monétaire. Mais alors, pourquoi, je pense que la question qu'on se pose naturellement, c'est pourquoi on a besoin de réinventer une monnaie alors qu'il y en a déjà plein. Il y a l'euro, il y a le dollar, le yen, enfin bref, il y en a beaucoup des monnaies. Pourquoi on va inventer une monnaie digitale? Comment on peut avoir confiance dans une monnaie digitale? Alors qu'en fait, la blockchain, c'est la digitalisation de la confiance de base. Donc, Oui, en fait, le mot-clé, c'est la confiance. C'est-à-dire, à la genèse du Bitcoin, la défiance. C'est-à-dire, à la base, le Bitcoin est né de la défiance des institutions. C'était un peu un acte politique de la part du créateur Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît pas la véritable identité, n'est-ce pas? mais donc qui a publié un peu une sorte qu'on pourrait considérer de manifeste,
avec l'apport d'une technologie qui permet de créer cette confiance décentralisée. Et si justement le Bitcoin a fonctionné, si on s'y intéressait et que les gens y voient, y mettent de la valeur, c'est parce qu'il y a un effet balancier. On a besoin d'avoir un système alternatif qui ne dépende pas des cercles économiques liés soit à l'Europe, à l'euro, au dollar, aux États-Unis. Je pense que les gens ont de moins en moins confiance dans les États, les gouvernements. Et donc, c'est une sorte de troisième voie où on va pouvoir avoir une monnaie ou une réserve de valeur, enfin bon, la définition exacte est un petit peu compliquée, mais qui n'obéit pas, qui est complètement décorrélée de l'économie dollar ou euro. Et c'est parce qu'on a véritablement ce besoin que finalement ça a été inventé et qu'aujourd'hui les gens continuent de s'y intéresser. Et du coup, alors moi, ma croyance ou ma connaissance du sujet, si on peut dire, parce que je travaille un petit peu dessus, c'est que la blockchain, ça va surtout permettre de racheter de la confiance là où il n'y en a pas, plutôt que d'essayer de remplacer de la confiance là où il y en a, par exemple les États, les banques, etc. Il y a plein d'endroits dans un monde globalisé où il n'y a finalement pas de confiance, c'est-à-dire, je sais pas, je commande de la viande au restaurant, comment je peux savoir d'où vient cette viande et comment elle a été élevée, etc. etc. Je donne de l'argent à une association, on en parlait tout à l'heure avant. Comment je peux être sûr que l'argent que je donne va être effectivement utilisé pour faire XY Enfin, j'en sais rien, il y a plein de cas où en fait il n'y a pas de confiance à cause de cette économie globalisée finalement. Pour moi, c'est vraiment, ça va plus jouer à ce niveau-là, non ? Alors, la blockchain, en fait, elle excite un petit peu les passions et l'imagination parce qu'elle permet effectivement de créer de la confiance. C'est en fait une technologie qui permet d'avoir un registre infalsifiable. Et à partir du moment où on va y écrire quelque chose, eh bien, on sait qu'on ne pourra pas le modifier. Et donc, plutôt que de confier à un tiers certificateur, un auditeur, qui peut être un gouvernement ou une entreprise avec un accès assez compliqué, qui parfois peut avoir des intérêts économiques divergents, qui ne va pas réussir à rassembler un petit peu tout le monde, on va avoir la possibilité de pouvoir publier une information, notariser une information, quelle qu'elle soit, sur un registre global, ouvert et extrêmement sécurisé, et se servir de cela pour pouvoir ensuite infuser de la confiance dans des applications digitales de tous les jours. Mais ça veut dire qu'il faut faire confiance Déjà, il faut faire confiance dans le système électronique, parce que... Alors, et ça, le Bitcoin a démontré... Le fait que le Bitcoin existe depuis 10 ans, aujourd'hui, a démontré la résilience de la technologie. Mais ensuite, il faut effectivement faire confiance à l'information qu'on écrit. C'est ça. Parce que garbage in, garbage out, si on écrit n'importe quoi, ce sera gardé pour la postérité. Donc, la blockchain en tant que telle ne résout pas tout. Mais à partir du moment où on est capable d'avoir de la confiance à des endroits bien spécifiques, par exemple, pour évaluer un événement physique ou quoi que ce soit, eh bien, on va pouvoir se servir de la blockchain pour l'enregistrer, le sécuriser. Et pour prendre un exemple concret, parce que peut-être que... Je pense que c'est important. Voilà, c'est important. On parle de plus en plus du phénomène de tokenisation, qui est de créer des tokens, donc des jetons, donc digitaux, échangeables sur la blockchain, et qui sont associés à des assets, enfin des valeurs physiques. Et prenons un exemple concret qui n'est pas celui de la crypto-monnaie. Dans le domaine de l'énergie renouvelable, donc le solaire, le vent, l'éolien, etc., lorsqu'on consomme cette énergie en tant que particulier, en tant qu'entreprise, au final, la seule manière de savoir qu'on a consommé de l'énergie verte, c'est en achetant des certificats d'origine. Parce qu'un électron, c'est un électron, et ce qui est distribué au niveau du secteur, c'est la même chose. Donc du coup, il existe un marché où on va acheter et vendre des certificats. Aujourd'hui, c'est un marché qui n'a pas beaucoup de flexibilité, qui est géré par éventuellement des États ou des grandes entreprises, et c'est très difficile d'y rentrer. Donc, pour un petit producteur d'énergie, par exemple, comment faire pour mettre son énergie verte sur le marché de façon un peu plus flexible, et surtout, si on se met dans un monde de grid décentralisé où chacun a son éolienne sur le toit, comment on fait ? Et c'est là où la blockchain peut apporter une solution, parce que non seulement on va pouvoir émettre des tokens qui représentent l'origine de l'électricité, et ensuite pouvoir les échanger sur la blockchain. Donc d'un point de vue très concret, par exemple Ledger a développé des solutions qui permettent de notariser l'envoi d'énergie dans la grid. Donc en gros, on prend des compteurs électriques, on met une technologie basée sur la carte à puce qui mesure l'événement qui est j'envoie de l'énergie dans la grid, et
la création de jetons va être rattachée à cet événement qui est notarisé par des systèmes électroniques infalsifiables. Et donc, c'est une sorte d'émission de jetons qui est backée par l'injection d'énergie. Et ces jetons vont être livrés dans le wallet électronique du possesseur de la ferme et va ensuite pouvoir les vendre sur les marchés. Et celui au final qui va consommer le jeton et le brûler en disant bah voilà, j'ai acheté 1 MWh d'énergie éolienne qui vient du sud de la France, on a toute la traçabilité et l'auditabilité. Et comme c'est géré par une blockchain qui est distribuée, c'est pas géré par un gouvernement, c'est pas géré par une entreprise en particulier et tout le monde peut s'y rattacher. Et donc au même titre que l'open source permet à des grandes entreprises de travailler ensemble, la blockchain permet de rassembler un petit peu ces courants. Et en même temps, à mon sens, parce que tu vois ce que tu expliques, je pense que t'as perdu quelques personnes en route. Pour moi, la technologie, soit elle est belle, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, soit elle est invisible. Pour la majorité des gens, je pense que la blockchain, ça va être une technologie invisible, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sauront pas comment ça fonctionne. Certainement, oui. Et c'est pas plus mal. Enfin, comme on utilise de la HTTPS sans trop savoir comment ça fonctionne, mais on sait que c'est plus sécurisé. Finalement, la blockchain, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de monde, et en particulier les gens évidemment qui travaillent dans le secteur, qui te disent mais la blockchain, ça va être une révolution aussi forte qu'Internet a pu apporter, parce qu'Internet, c'est finalement ce qu'on appelle Internet aujourd'hui, c'est la digitalisation de la communication. Là, on parle de la digitalisation de la confiance. Et est-ce que tu peux expliquer ou argumenter pourquoi ça va être une révolution aussi forte que celle que Internet a pu, ou peut-être que tu n'y crois pas d'ailleurs, a pu apporter? Ah si, j'y crois, et quand j'ai découvert la technologie blockchain, je me suis dit c'est la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire en 96, j'ai vu comment Internet a impacté la... Et on peut dire que t'étais à cet endroit-là, voilà. en tout cas. Et donc, non, clairement, je suis tout à fait en accord avec ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un gros changement de paradigme. En fait, si on prend simplement l'approche de base, qui est l'approche financière, c'est peut-être la plus facile à comprendre dans un premier temps. Aujourd'hui, si par exemple on veut mettre en place des assurances ou mettre en place des applications financières complexes, il y a tout un univers extrêmement compliqué qui vise à avoir un audit des fonds qui sont présents, on doit faire des mouvements, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui est compliqué. Si avec la blockchain et la notion de smart contract, on rajoute un élément qui est assez facile à comprendre, qui est la programmation de la monnaie de manière native. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des fonds, aujourd'hui, quand on envoie des virements sur un IBAN, enfin des virements SEPA, etc., voilà, c'est juste un virement. Ensuite, il y a un auditeur qui doit vérifier que c'est arrivé, qui doit valider, calibrer, et ensuite exécuter un contrat manuellement, etc. Que, finalement, cette monnaie, elle est aussi virtuelle. Hein, parce qu'on parle beaucoup elle est complètement électronique et virtuelle, oui, tout à fait. Et à contrario, une monnaie cryptographique telle que le Bitcoin est beaucoup plus, finalement, concrète. Mais cette notion de monnaie programmable permet d'ajouter des instructions, en fait, un petit peu un contrat dans la monnaie. Et on peut prendre l'exemple un jour, par exemple, d'une assurance de billets d'avion. On peut tout à fait créer une assurance sur une forme de smart contract, c'est-à-dire qu'on va écrire le code de l'assurance du contrat dans la monnaie. Et comme ce contrat va être exécuté par la blockchain, on n'a plus besoin d'avoir en fait toute l'infrastructure de l'assureur et tous les coûts liés à l'assureur, parce que il y a plein d'audits. Tous ces audits-là peuvent être faits directement au niveau de la technologie. Et au final, ce que ça veut dire, c'est qu'on va se passer d'énormément de métiers qui vont devenir caducs, d'où révolution industrielle, c'est-à-dire plein de gens qui remplissent des Excel, qui valident des points, ils vont être amenés à faire d'autres choses, en tout cas des choses peut-être avec plus de valeur ajoutée. Et donc, comme on gagne en flexibilité, comme on permet de gérer au-delà des frontières et au-delà des régulations, parce que tout peut être intégré directement, enfin ça peut être régulé au niveau du code, au final, c'est là où on peut voir une vraie révolution, parce qu'il y a une évolution complète des métiers. En fait, c'est un peu ce qu'on appelle, ce que tu décris, c'est un peu aussi les oracles, quelque part, c'est-à-dire les gens qui vont valider l'information, et souvent c'est des puces, par exemple, ça peut être la température, quand il y a on se dit, j'en sais rien, un agriculteur, son assurance le rembourse s'il fait plus que 36 degrés. Aujourd'hui, ce qu'il devrait faire, c'est téléphoner à l'assurance en disant, mais si, sur mon thermomètre, c'est écrit 36 degrés, alors que demain, on pourra penser que
l'information, elle est digitalisée. On sait que la température a dépassé 36 degrés. Automatiquement, il est remboursé par son assurance parce que c'est Exactement. dans un contrat. Les assurances paramétriques peuvent être gérées par des oracles qui vont attester, notariser un événement physique avec effectivement ensuite des puces sécurisées pour éviter la triche. Mais on peut tout automatiser et donc avoir des dénouements, des déploiements extrêmement rapides et extrêmement flexibles. Et c'est là où il y a un vrai changement de paradigme. Donc en fait, ce que tu décris, c'est que ça va supprimer ce qu'on appelle des middlemen, je ne sais pas comment utiliser le mot en français, des intermédiaires, pardon. Oui, en fait, il y a énormément de gens dans les assurances, dans les banques, et puis bon, c'est dans d'autres métiers qui font en fait des choses qui pourraient être tout à fait remplacées par autre chose, en fait, par un système automatisé. C'est un peu de la création destructrice. On en revient, c'est pas qu'avec la blockchain qu'on a ce type de discussion, mais c'est tellement fort et l'impact peut être tellement important. Mais là, par contre, on peut parler de 10 ans, de 20 ans. C'est pas demain que l'impact va être aussi fort. Ouais, c'est une question aussi, c'est-à-dire que c'est clair que là, pour l'instant, on en parle entre nous. Bon, toi, t'es dedans depuis extrêmement longtemps, tu avais créé la maison du Bitcoin en France. Mais quand est-ce qu'on peut envisager des applications grand public réelles pour les consommateurs? Enfin, parce que il y a eu Carrefour, il me semble, en France, qui valide sa viande. Je ne sais pas si c'est exactement. Oui, alors il y a des initiatives en fait qui sont initiatives pas mal marketing, qui utilisent la technologie blockchain, mais qui pourraient peut-être utiliser autre chose pour avoir des véritables applications. Les premières que l'on verra, ce sont les applications décentralisées qui utilisent le fait qu'on peut fonctionner en dehors des frontières. Un exemple très concret, c'est tout ce qui est gaming. Casino, betting, où aujourd'hui c'est complètement empêtré dans la régulation extrêmement forte qui coûte très cher et traiter l'argent dans cet univers-là coûte aussi extrêmement cher. On peut avoir des smart contracts de casino, donc c'est un exemple comme un autre, mais comme beaucoup d'industries, et même pour Internet, tout ce qui est gaming ou tout ce qui est un peu gris, souvent avance beaucoup plus vite parce que c'est là où on a besoin de créer. Mais ensuite, pour des applications plus grand public, je crois assez à ce qu'on appelle les stablecoins, c'est-à-dire c'est des crypto-monnaies, mais qui sont à 1 pour 1 avec de l'euro pour dollar. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de la monnaie électronique qu'on utilise aujourd'hui dans le bancaire, on va avoir de la monnaie cryptographique dans laquelle on va pouvoir mettre ces fameux contrats. Et donc, ça va permettre de créer une infrastructure complètement différente pour échanger des valeurs en euros qui vont se baser sur la blockchain et donc de manière un petit peu cachée, puisque le grand public ne le verra pas parce qu'il s'en fiche, au même titre qu'il n'a rien à faire de savoir ce qui se passe quand il met sa carte de crédit dans un distributeur. Eh bien, on va pouvoir, les fintechs vont pouvoir s'emparer de ces nouveaux moyens en fait, d'échange et construire des applications financières beaucoup plus performantes. Mais au final, on utilisera la blockchain, mais pour le grand public, ce ne sera pas forcément quelque chose, ce sera transparent. Je crois beaucoup que, comme, c'est marrant, Uber, si on prend un exemple simple, ça n'a rien à voir avec la blockchain, mais Uber, là où ils sont très forts, c'est qu'ils ils sont très forts en logistique, ils ont réussi à mettre des voitures à côté de là où les gens allaient les commander. Finalement, c'est ça la révolution qu'Uber a apporté, beaucoup plus qu'une application et des voitures. Mais les gens, ils ne le savent pas, ça. Et en fait, ils n'ont pas besoin de savoir. Ce qu'ils savent, c'est que quand ils appuient sur le bouton, il y a une voiture qui arrive assez rapidement. Oui. Bon, point. Et la blockchain, finalement, ça va être la même chose. C'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas trop savoir comment ça fonctionne, simplement. Il va y avoir, et je ne sais pas s'il va y avoir un travail sur, on va avoir besoin d'expliquer que les gens peuvent avoir confiance dans le système. Comme avec l'e-commerce, où au début, les gens n'osaient pas acheter en ligne parce qu'ils ne faisaient pas mettre leur numéro de carte de crédit. Maintenant, ils ont compris qu'on pouvait acheter en ligne, on pouvait mettre son numéro de carte de crédit. Bon, ça craint quand même un peu de temps en temps, mais enfin, en général, on a confiance. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir un travail d'appropriation de la population Alors, ça va passer, ce travail, il va aussi passer par la régulation. Ouais. Là, la loi Pacte sort avec des directives assez claires sur la possibilité d'avoir des visas pour faire des ICO. Donc, c'est des choses un petit peu particulières. Mais la France et le gouvernement veulent vraiment avancer pour ne pas rater le virage de la blockchain et vont créer tous les outils qui permettent d'avoir confiance. Donc ça, c'est un exemple, effectivement, que en mettant en place les bonnes pratiques et en professionnalisant le secteur et en mettant en place les bons réflexes, finalement, on aura juste besoin de faire confiance en qui on avait confiance au début. Donc, ce qui est un petit peu paradoxal sur l'aspect fondateur, mais je pense que c'est un élément aujourd'hui qui est assez intéressant, ne serait-ce de voir que le gouvernement qui veut vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour que la France soit un champion français de la blockchain. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que alors pour faire de la pub, entre guillemets, pour le projet sur lequel je bosse, qui s'appelle Ariani, nous, on fait de la traçabilité post-achat. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire que quand tu achètes un produit de luxe, aujourd'hui, tu as le produit, évidemment, puis tu as un certificat papier, mais le certificat papier qui peut être falsifié
beaucoup plus facilement que le produit. Et du coup, en créant un certificat digital, on saura précisément que, comme ce certificat ne peut pas être, lui, modifié, on saura que c'est un vrai sac ou une vraie montre. Et en fait, c'est une manière de sécuriser. Et finalement, tu redonnes la confiance, effectivement, à la marque. Parce que, en l'occurrence, dans le projet, il n'y a que les marques qui peuvent écrire. Et donc, c'est eux, les oracles. Il n'y a qu'eux qui peuvent dire que c'est un vrai produit. Mais c'est un peu ça que tu décris. Mais ce que j'ai du mal à saisir dans ce que tu expliques, par exemple, sur l'échange de monnaie quand tu vas tirer de l'argent dans un distributeur, à quoi ça sert de passer par la blockchain dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça apporte finalement? Pour le distributeur, peut-être pas grand-chose. Par contre, pour des applications financières qui ont besoin de créer des cas d'usage un petit peu plus compliqués, tels que de l'assurance, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, assurance paramétrique ou assurance liée à des choses assez simples, eh bien, on peut tout à fait, des fintechs pourront adresser ces sujets-là de manière beaucoup plus simple. On peut considérer quelque part cela comme un terreau beaucoup plus fertile pour les fintechs pour créer des applications. Et c'est là où finalement le fait qu'on fasse ça sur de la blockchain n'a finalement pas une grande importance pour le grand public, parce que lui, tout ce qu'il verra, c'est qu'il paye son assurance moins cher. Ouais. Et alors du coup, c'est quoi? Parce qu'en fait, là on parle beaucoup de fintech, de finance, etc. Mais c'est quoi le domaine? Parce que c'est vrai que quand on dit par exemple le digital, c'est la digitalisation de la communication, quand on dit ça, on dit rien, on n'imagine pas Facebook, on n'imagine pas Instagram, on n'imagine pas les emails, on n'imagine pas tout ça finalement, on n'imagine pas l'e-commerce, qui sont que de la digitalisation de la communication, quand on y pense. Mais c'est quoi le domaine des possibles, du coup, de la digitalisation de la confiance? Donc de la blockchain, par définition. Mais... Voilà, les possibles sont assez énormes, et là, si on rentre dans la futurologie, on peut tout à fait imaginer... Soyons dans le futur. Soyons dans le futur. Tu donnais l'exemple en fait de certificats d'origine pour des produits de luxe. Il y a certains pays où l'origine de propriété des terres est difficile à obtenir et à gérer. Et la première chose qu'un investisseur étranger va vérifier avant d'investir dans un pays, c'est si le système de propriété fonctionne bien. Et donc, il y a certains pays d'Amérique du Sud où c'est un petit peu compliqué. Et là, on peut tout à fait imaginer qu'une blockchain va permettre de résoudre ces problématiques de traçabilité. Donc, ça revient sur la tokenisation, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut imaginer qu'on peut, par exemple, tokeniser son appartement et en vendre 1 centième. Donc, donc du coup, on va rentrer dans des modes d'achat, de financement, de commerce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment envisager parce que céder ou louer un dixième de son appartement, ça paraît très bizarre, mais la tokenisation permet de le faire. Et si on arrive à lier le système d'échange monétaire type euro avec cette tokenisation et des smart contracts, on peut imaginer des choses complètement novatrices et qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. C'est ça qui est compliqué en fait. Donc effectivement, si on n'imaginait pas Facebook dans les années 90, aujourd'hui on a peut-être du mal à imaginer les applications qui vont vraiment avoir un impact, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place et de toute façon, seuls resteront les applications qui ont un véritable sens. Aujourd'hui, on est clairement dans le domaine de la crypto-monnaie. Le gros cas d'usage, c'est la spéculation, parce que c'est vraiment ça qui, aujourd'hui, c'est le cas d'usage très, très clair, mais il y a énormément de projets de par le monde qui travaillent en R&D pour proposer des nouveaux modes en fait, de consommation et d'échange, et je crois beaucoup à la tokenisation de l'argent, de l'euro, la tokenisation de biens physiques tels qu'un appartement. Alors ça va, il y a énormément de challenges en termes de régulation, mais du coup... on peut arriver sur des modes de consommation, de financement qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui. Et du coup, tu parlais au début de l'énergie, en particulier d'éoliennes. Il y a une énorme critique, évidemment, dans une période où on parle énormément d'écologie, de la blockchain, parce que par définition, ça passe par des serveurs et ça crame beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est quoi pour toi, est-ce que c'est pas à contre-emploi avec le réchauffement de la planète, l'effondrement Là, il s'appelle Vlan, ton podcast. C'est ça. Donc, c'est un gros Vlan que je pourrais mettre. C'est pour tous ceux qui pensent à tort, parce que c'est un sujet qui peut crisper assez rapidement, le fait que le Bitcoin et donc la blockchain
consomme énormément d'énergie et qu'elle va bouffer toute l'énergie du monde. Alors certes, ça consomme de l'énergie parce qu'on est obligé de le faire, mais c'est pas parce qu'il y a plus de monde qui utilise la blockchain ou le Bitcoin que l'énergie augmente de la même manière. Ce sont deux choses qui sont différentes. Et par exemple, aujourd'hui, il faut savoir mettre en perspective la consommation du Bitcoin avec d'autres choses. La consommation du Bitcoin, c'est 5% de ce que coûte l'énergie associée à l'extraction minière de l'or. Donc c'est quand même très petit par rapport à ça. Et d'autre part, il faut savoir, et je terminerai là-dessus, que le Bitcoin et le mining du Bitcoin utilisent surtout ce qu'on appelle de l'énergie fatale, à savoir de l'énergie qui de toute façon a été produite, parce qu'une centrale à charbon, si on produit trop, on peut l'arrêter. Si par contre il y a trop de soleil, trop d'énergie hydroélectrique, c'est compliqué, on ne peut pas arrêter. Et donc du coup, on peut l'injecter dans du mining qui va fournir un résultat et donc fournir des revenus. Et donc c'est pour ça que toutes les fermes de mining s'installent plutôt à côté d'énergie verte. D'accord. Donc même si je comprends la question, qui est une question tout à fait légitime, il y a aujourd'hui en fait beaucoup d'informations erronées et surtout de débats un peu pas stériles, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet, effectivement, on peut très vite se passionner et partir dans des conclusions qui souvent ne sont pas très informées. Super, merci beaucoup Eric. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.